Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit vlog de peinture en plein air comme vous connaissez. Là je suis parti en randonnée dans la campagne. On est au nord-est, au nord-ouest de Stockholm. On va essayer d'aller voir un site historique qui a l'air très très joli. Donc là je suis en train de... j'ai pris le train. Et puis là je suis parti, là j'ai 6-7 km à faire à pied, environ 1h30. Pour rejoindre le lieu qui est en haut d'une grosse colline, une petite montagne on pourrait dire qui surplombe la mer, donc ça va être très joli. Là normalement on va avoir des paysages assez différents de la dernière fois où ça restait assez plat. Là normalement ça ressemble vraiment à des fjords comme on pourrait trouver en Norvège ou dans les régions du nord où on a vraiment des grosses collines qui entourent la mer avec un bras de mer assez fin. Du coup ça devrait être très joli, surtout que là il y a un grand soleil, il fait très chaud, donc voilà c'est sympa, même s'il y a un peu de neige à côté vous pouvez voir, il y a des endroits qui sont pas touchés par le soleil, du coup ça fond jamais. Mais voilà, ça promet d'être une belle journée. Je suis plus habitué à la chaleur comme on pourrait dire. Ça fait longtemps qu'il a pas fait au-dessus de 0, du coup là il doit faire peut-être 5 ou 10 degrés et j'ai hyper chaud parce que mon corps a dû s'habituer au froid, donc voilà, ça fait une impression assez drôle. Et voilà, bon bah moi je continue de marcher et on se retrouve dès qu'il y a des choses intéressantes quand je suis arrivé sur place. Pas qu'on entende à la vidéo, mais j'entends des tirs dans la forêt qui est juste à côté là, et vu les répétitions c'est clairement pas du baltrap. Du coup je voulais quitter la route pour passer au milieu de la forêt parce que c'est assez clairsemé, pour rejoindre la mer plus vite et éviter d'être sur la route tout le temps. Mais si c'est un champ de tir, je vais éviter de se prendre une balle, donc bon tant pis, je vais rester sur la route. Je sais pas trop ce que ça veut dire, à mon avis ça veut dire militaire en haut, et qu'on se prend une balle si on est dans cette forêt. C'est dommage parce que c'est très très joli, avec les rochers, la mousse partout et tout ça. Bon, j'espère qu'il continue pas trop longtemps et qu'on pourra y aller après. Pendant que je marche, on va pouvoir parler un petit peu du lieu où je vais parce que c'est assez particulier, c'est pas juste un bel endroit dans la campagne. En fait c'est un endroit où il y a des vestiges d'une ancienne ville scandinave de l'époque du Moyen-Âge. Je sais plus exactement quand elle a été datée, ils ont retrouvé des petits objets sculptés en os ou en métal qui permettent de dater un petit peu l'époque de la civilisation qui vivait à cet endroit-là. Mais c'est assez impressionnant, c'est très très vieux. Et du coup ils ont retrouvé des ossements, ils ont retrouvé des vestiges de maisons, des ruines, des cimetières, et une espèce de petit cercle avec plusieurs pierres mises en cercle. Ça fait penser un peu aux menhirs de Bretagne, mais ça doit avoir une autre signification religieuse ou je sais pas trop quoi. Mais du coup on va voir ce que ça donne en vrai. Ils ont un site internet qui est très très bien fait, je vous le mettrai dans la description si jamais ça vous intéresse de regarder. Ils ont fait plein de publications scientifiques, il y a pas mal de recherches et de fouilles à cet endroit là parce que je crois que c'est un endroit où il y a beaucoup de choses qui ont été trouvées, du coup c'est intéressant par rapport à l'histoire du pays. Mais du coup on va voir ce qui est ouvert au public parce que ça je sais pas trop. Et après il y a eu des fouilles, du coup j'ai vu des photos des fouilles, mais je sais pas si ça a été recouvert, si c'est maintenant une sorte de peut-être un petit musée en plein air ou quelque chose comme ça. Donc voilà, on va voir ce que ça donne en vrai, mais ça peut être sympa de voir un peu les ruines. Et puis de toute façon d'en haut, on est sur une colline, je suis en train de glisser sur la glace. On est en haut d'une colline qui donne sur la mer, du coup on va avoir un joli paysage. Il fait très beau, donc voilà, ça peut être sympa. Et donc si ça vous intéresse de connaître un petit peu plus l'histoire du lieu précisément, bah allez voir sur leur site internet qui est très bien fait. Très pratique pour marcher quand le chemin est complètement gelé comme ça. C'est parfait, faut faire des petits pas. D'ailleurs en parlant du chemin qui est gelé, je viens de voir passer un gars en vélo qui allait hyper vite. Et je sais pas comment ils font pour rouler sur la glace comme ça sans glisser, il doit avoir des pneus spéciaux. Peut-être avec des pointes ou un truc, mais vraiment le gars allait super vite alors que c'est complètement gelé. Moi je glisse en marchant. Et pareil, il y a plein de gens qui font des footings alors que les chemins sont gelés. Ils doivent avoir des pointes sous leurs chaussures ou des trucs comme ça. Parce que même en marchant on glisse, alors en courant ça doit vraiment être horrible. Et on va traverser ce petit pont. Donc de ce côté-là, là c'est la rivière qui vient depuis la terre. Et puis de l'autre côté là, elle va se jeter dans le bras de mer qui est pas très loin, qu'on va voir tout à l'heure. Ça fait une jolie vue là du pont en bois.
En fait, là, on va aller sur un endroit où, là, principalement, je suis sur une grosse partie de terre de la Suède. Et en face de nous, ce sera une grosse île. Et entre les deux, du coup, il y a un petit bras de mer qui passe. Donc ça fait un peu penser à une grosse rivière, mais c'est de la mer. Donc ça, c'est le principe des fjords, où en fait, c'est un bras de mer qui entre dans la terre comme ça, assez loin. Et du coup, ça fait un paysage assez escarpé au bord de l'eau. Et en même temps, on a de la mer. Donc c'est joli, ça fait un bel ensemble. On croise une petite ferme typiquement suédoise avec le toit des maisons comme ça avec plusieurs pentes. Puis il y a les petits chevaux au fond qui sont en train d'arriver. C'est vraiment joli comme style architectural, ça fait très coloré au milieu du paysage qui peut paraître un petit peu morne parce que tout est gelé et moitié enneigé, mais ça fait de la couleur. Cette belle mousse sur les cailloux là partout entre les arbres, ça fait vraiment penser aux forêts qu'on peut voir dans les films. C'est magnifique. J'avais une jolie vue juste derrière là sur le lac qui a l'air gelé vu d'ici. Dommage, s'il y avait su, j'aurais pris un patin à glace. Parce que le lac où j'allais faire du patin à côté de chez moi, malheureusement le niveau de l'eau est descendu et du coup toute la glace s'est affaissée, qui fait que ça s'est cassé par endroits au bord. Du coup c'est un peu difficile d'accès, donc je vais pas trop tenter. Surtout qu'avec la chaleur j'ai peur que l'épaisseur de glace est réduite. Donc on va pas trop tenter. Mais ici le lac a l'air bien gelé encore. Je suis bientôt arrivé sur le lieu des vestiges, il me reste à peu près 1,5 km. Là la route faisait un gros détour et du coup j'ai regardé et je pense que je peux passer à travers champ, enfin à travers la forêt plutôt, juste derrière moi là. J'ai vu qu'il y a une espèce de petits morceaux de sentier par-ci par-là. Du coup je vais suivre à la boussole pour aller tout droit. La forêt est plutôt clairsemée, du coup ça va, c'est tranquille. Et puis on est loin du camp militaire de tout à l'heure et puis de toute façon il y avait des panneaux donc je le saurai si je m'en rapproche trop. Donc voilà, je finis ça au travers des bois, c'est plus drôle. Plus d'aventure, c'est ça qui est marrant. Faut un peu sortir des sentiers, c'est comme en art, sinon on finit par s'embêter. Donc voilà, je finis ce petit bout de forêt et puis on se retrouve quand je suis arrivé. Alors je suis arrivé sur un panneau qui apparemment explique là où sont les différents points des vestiges et tout. Donc j'ai regardé la traduction de ce qui est marqué là et puis comme ça je pourrai aller voir au fur et à mesure les différents éléments. Et c'est parti pour un peu de patinoire. Là le sentier il descend en plus donc ça va vraiment bien glisser. Je vais finir bas par terre. Et je suis arrivé à la première partie du site préhistorique. Là on peut voir juste derrière moi un genre de grand cercle de pierre. Et d'après le panneau qui est juste là, on peut voir le cercle de pierre qui est là. Et ils disent du coup que c'est un cimetière préhistorique de l'âge de fer. Et que c'est des pierres en forme d'un bateau qui représente une tombe. Et ils pensent que c'est pour représenter un bateau dans la mythologie nordique pour transporter la personne décédée à travers les rivières qui bordent les différentes terres autour de chez lui. Voilà, un cimetière préhistorique, c'est assez joli comme formation. Ah ça y est, on arrive bientôt, on est sur la bonne piste. Runsa Follenborg. Magnifique vue d'en haut, on surplombe le lac qui est juste là et de l'autre côté on a la mer, c'est vraiment très très beau. Un beau paysage de fjord avec les forêts de pins juste en face sur les gros cailloux, la glace et puis nous qui surplombons toute la belle vue, c'est vraiment magnifique. Ça y est, je suis arrivé à l'endroit avec les ruines qui sont juste derrière moi. Donc là, d'après le petit panneau explicatif, là on aurait une maison qui serait la maison du chef ou quelque chose comme ça parce qu'elle était en pierre et puis après autour il y avait d'autres cabanes qui étaient en bois et après il y avait un grand hall pour faire les réceptions, les festivités et tout. Bon là c'est recouvert de bâches, c'est pas hyper joli mais
Il y a toujours ce côté historique assez impressionnant de se dire qu'il y a des gens qui ont vécu ici il y a 1000 ans ou plus. C'est assez impressionnant. Je continue de me balader un peu dans les environs pour voir ce qu'il y a d'autre. Et d'après le panneau là avec les différentes fouilles qui ont été faites, ils ont retrouvé des restes. En fait, il y aurait eu 3 villages au même endroit et en fait, ils se seraient fait détruire 3 fois par des raids vikings entre les différents villages du coin et tout qui se battaient les uns sur les autres. Donc, il s'est fait détruire 3 fois en assez peu de temps, les pauvres. Mais bon, il reste encore des choses aujourd'hui. C'est que ça tient. Là, je suis arrivé au pourtour du village. Donc là, en fait, ça, c'est un remblai de pierre qui a été fabriqué pour faire une fortification tout autour du village, faire quelque chose de très pentu pour empêcher les gens de monter ou que ce soit très difficile. Et là, on a un magnifique morceau d'arbre qui est vraiment très très beau. Majestueux. On a une vue vraiment absolument magnifique là, en hauteur avec le lac gelé en bas. Et puis on peut voir là une espèce de petite ligne là, qui a dû être cassée par un bateau pour pouvoir passer. Et puis il y a des petits oiseaux blancs, je peux dire qu'on les voit en vidéo. Il y a un petit groupe d'oiseaux blancs juste là. Hyper joli. Et puis après on a les autres îles avec la forêt. C'est vraiment magnifique. Encore un arbre absolument incroyable avec un trou au milieu. Il est énorme. Je sais pas comment il est encore vivant vu son tronc. Mais il est vraiment beau. Ça c'est du gros caillou. Hein. Je suis pas sûr qu'il y ait des menhirs aussi gros en Bretagne. Désolé les Bretons. Ça me fait un peu penser à un endroit dans le sud de la France qui s'appelle le Cidobre, où il y a des gros morceaux de granit comme ça qui sont restés. Alors c'est pas sculpté par l'humain, simplement qui sont restés après l'érosion de toute la pierre plus fragile qui est autour. Du coup après il reste que les gros blocs. Ça fait un effet assez joli en plein milieu de la forêt. C'est drôle, c'est le royaume du lichen ici. La petite mousse blanche par terre là. C'est assez marrant. On n'en voit pas beaucoup en France. Il y en a sur les arbres comme les chênes ou les trucs comme ça. Mais là il y en a par terre aussi. Assez drôle. Regardez toutes ces petites fleurs violettes qui sont en train de pousser partout là. C'est super joli, ça annonce le printemps. Elles ont commencé à pousser il y a quelques semaines, il y en a des blanches, des violettes, des jaunes. Là je suis pas sûr que ce soit des perce-neige, mais il y avait pas mal de perce-neige dans Stockholm sur les chemins et tout ça. Et du coup c'était marrant de les voir dans le vrai élément naturel où ça perce vraiment la neige quand il en reste autour, c'est assez drôle à voir. Ça y est, je me suis posé là pour déjeuner assis sur les rochers, bien calé, avec la belle vue en plein soleil. C'est parfait, on pourrait pas être mieux. Je vais déjeuner tranquillement et puis après du coup l'objectif ce sera de trouver un bel endroit à peindre pour faire une petite peinture en plein air. Là il fait beau, il fait chaud, je vais être bien installé, il n'y a pas de vent. Donc je pense que je pourrais peindre plus longtemps que d'habitude ou au bout d'une demi-heure, 45 minutes, j'ai déjà les mains bien gelées. Donc c'est compliqué, mais là étant donné qu'il fait chaud, ça va plutôt être la chaleur le problème. Donc ça va aller, je pourrais rester longtemps, au moins 1 heure voire plus. Je verrai, mais donc voilà, ça va être sympa pour faire une peinture un petit peu mieux que ce que je fais d'habitude en plein air. Ou à cause du froid, c'est un petit peu tendu. Donc là ça va, j'aurai plus de temps, donc voilà, on trouvera un bel endroit. Ça y est, j'ai fini d'installer mon petit setup de peinture juste derrière là. Donc on va peindre en fait ce qui est juste derrière moi. Je trouvais que c'était la plus jolie vue d'ici parce que avec les ruines en fait c'est assez petit, on voit pas grand chose. Du coup bon, je me suis dit qu'on allait plutôt faire le paysage, ça va être plus joli. Et du coup on va essayer de peindre notamment l'arbre qui est juste derrière là, le paysage avec la glace qui est derrière. Je trouve ça hyper intéressant parce que sur la glace du coup on a pas mal de nuances de bleu, de blanc et tout ça pour faire les différents endroits où il y a de la neige sur la glace, là où il y en a pas, il y a un endroit où la glace est fondue, du coup c'est beaucoup plus bleu. Puis il y a quelques petits oiseaux blancs, du coup ça va être super joli. Du coup on va faire un petit morceau de la colline, l'arbre, et puis la glace avec les différentes collines qui sont derrière. Je pense que ça va être sympa. Comme il y a pas mal de petits éléments, je vais commencer par faire un dessin sur ma feuille avant de commencer à peindre. Et donc voilà, c'est parti. Donc comme je viens de vous le dire, c'est une peinture qui est assez complexe avec la partie rocheuse devant, l'arbre et puis le décor derrière. Du coup j'ai commencé par faire un dessin pour être sûr de bien placer les choses et pouvoir retoucher un petit peu mon croquis tant que je pouvais au dessin avant de passer à la peinture. Donc en fait je vais pas m'amuser à faire tous les détails comme d'habitude au croquis, en fait ça sert à rien, ça met juste du crayon partout et puis ça aide pas vraiment. Le point très important que je voulais faire c'était placer l'arbre avec ses différentes branches. Donc en fait je fais la forme du tronc principal et des grosses branches. Et puis après je m'embête pas à faire les branches plus petites, ça je les ferai directement à la peinture.
Et ensuite je place juste rapidement le reste du décor, mais c'est plus simple à faire. Donc le point très important, c'est vraiment les branches de l'arbre. Il y a une petite coccinelle qui se balade sur ma toile, mais vous inquiétez pas, je l'ai enlevée avec mon pinceau sans lui faire de mal, je l'ai posée sur une feuille à côté. Ensuite, dans une peinture en plein air comme ça, j'aime bien commencer par le ciel parce que c'est quasiment la chose la plus simple où c'est juste un dégradé de bleu. Donc ça commence par poser les bases, poser un petit peu le décor. Du coup, j'utilise un bleu de céruléen que je mélange avec du blanc et un tout petit peu de marron pour le désaturer. Et puis je fais un dégradé d'un bleu assez foncé en haut du ciel jusqu'à un bleu plus clair en bas pour faire la perspective atmosphérique. Ensuite, avec le même bleu, je vais faire le trait au milieu de la glace qui est de l'eau en fait, parce que là ça va être le reflet du ciel, du coup ça fait un bleu assez flash. Et tout autour, pour le reste de la glace, en fait je vais prendre le même bleu, mais je vais le désaturer en rajoutant du marron pour faire un truc un petit peu sali, comme vous pouvez voir, on dirait du gris. En fait, c'est parce que quand on voit la glace comme ça, il y avait certaines parties qui avaient de la neige dessus, du coup après je vais rajouter des petits traits blancs. Il y avait certaines parties où c'était plutôt des fêlures au milieu de la glace, du coup là ça fait un petit trait foncé. Et puis en fait globalement on voit un peu l'eau à travers plus que le reflet du ciel parce que ça fait quelque chose de mat comme ça. Et du coup en fait j'ai fait un gris sali comme ça ressemble un peu à la couleur que j'avais en direct en face de moi. Pour ce qui est des îles de l'archipel au fond du décor, je fais simplement un vert très foncé en faisant attention à faire un peu de perspective atmosphérique, donc je mets plus de bleu et quelque chose d'un peu plus clair pour l'île tout au fond, et ensuite je fais un dégradé jusqu'à un vert plus flashy pour celle qui est tout devant avec les grands sapins que je suis en train de faire. Pour celle qui est tout au fond, je fais quelque chose de lisse en haut, et pour les autres en fait je fais des petites crénures en haut avec mon pinceau pour faire la forme des arbres en fait qu'on voit pas quand ils sont trop loin mais qu'on voit au fur et à mesure que ça se rapproche de nous. Maintenant que j'ai fini l'arrière-plan de la peinture, je vais passer au décor du premier plan. Donc là, de façon générale, en fait, par rapport à l'arrière-plan, au premier plan, toutes les couleurs vont être beaucoup plus saturées parce qu'on va voir les pigments, il n'y a plus de perspective atmosphérique dans ce qu'on va faire. Et puis les contrastes vont être plus forts, on va vraiment voir les ombres, les lumières, quelque chose de plus flashy et de plus contrasté. Donc pour faire ça, je commence par faire un fond uniforme, un petit peu vert moyen, en faisant un mélange de jaune, de bleu et de marron, pour avoir quelque chose d'assez flashy, pour faire tout le fond en fait d'herbe et de mousse de mon coteau rocheux. Et après, je vais m'amuser à rajouter quelques petites nuances vertes et un petit peu plus marron rouge. Et puis après, je vais rajouter toutes les formes de pierre. En fait, c'est un coteau en pierre avec par-dessus de la mousse et un peu d'herbe par endroit. Et du coup, j'ai fait un fond vert et ensuite je rajoute avec du gris clair parce que c'était en plein soleil tout plein de petits morceaux de cailloux à droite à gauche pour vraiment faire toutes les roches qui sortent de la terre. En fait, on aurait pu faire aussi dans l'autre sens, on aurait pu faire du gris puis rajouter le vert par-dessus, mais comme il y avait moins de pierres que d'herbe, je me suis dit que c'était plus logique de le faire dans ce sens-là. J'en profite pour vous dire de ne pas hésiter à vous abonner à ma chaîne et à liker la vidéo pour pas manquer les autres peintures en plein air que je ferai, les petits conseils comme ça que je donne, les différentes techniques et puis les peintures plus travaillées en atelier. Allez voilà, on continue. Pendant que j'étais en train de faire ma pub, vous avez pu voir que j'ai commencé à faire des petits brins d'herbe sur le dessus du coteau rocheux. En fait, ça c'est pour pas m'embêter à les faire partout sur la peinture, ce serait très long, surtout en plein air comme ça, puis on les verrait pas vraiment. En fait, je les fais juste aux frontières avec l'eau, c'est là qu'on les verra, et comme ça donne un petit peu de texture juste suffisamment pour qu'on ait l'impression que ce soit quelque chose qui soit pas lisse, mais sans s'embêter à faire tout non plus. Maintenant, je m'attaque à l'arbre, l'élément principal de ma peinture que je vais pas mal détailler. Comme pour l'herbe du premier plan, j'ai commencé par faire une couleur de fond générale pour la partie à la lumière, puis une couleur plus foncée pour la partie à l'ombre. Ça, c'est histoire d'avoir une base solide qui donne un petit peu la forme 3D de l'arbre. Et ensuite, je vais retravailler là-dessus avec de la texture, des petites couleurs en plus et tout ça. Donc pour la partie au soleil, je fais une couleur gris assez foncée mais qui paraît claire par rapport à la zone foncée. En fait, c'est un mélange de bleu, de marron et de blanc. Et pour la couleur foncée, c'est la même chose mais avec pas mal de marron pour faire une couleur plus chaude dans l'ombre de mon arbre. Et on va pouvoir retravailler ensuite tous les dégradés. Donc pour faire ça, en fait, je prenais la lumière que j'avais pile en face de moi au moment où j'ai fait la peinture. Après, forcément, ça a changé au cours de la journée pendant que je peignais. Du coup, les ombres sont pas forcément exactement cohérentes avec la lumière que j'ai mis sur l'arbre, toutes ces choses-là. Bon, ça, c'est le genre de choses qui sont assez compliquées à gérer en plein air. En fait, soit faut faire une photo et puis s'y repérer pour faire toutes les ombres. Mais moi, je trouvais ça dommage parce que j'avais l'arbre juste devant moi. Du coup, j'ai juste fait au fur et à mesure. Et puis voilà, c'est pas très cohérent, c'est pas très grave tant que ça reste assez joli. Dans un premier temps, je garde des frontières très nettes sur mon arbre, c'est-à-dire que c'est vraiment une couleur claire, une couleur foncée, et je m'embête pas trop à dégrader, parce que si vous commencez à dégrader sur des petits objets comme ça, sur une petite branche, en fait ça va vite devenir trop flou et vous verrez plus grand chose sur votre forme 3D. Du coup, je préfère garder quelque chose de trop flash, et puis après en mettant la texture, en fait ça va le dégrader, et ça va mélanger un petit peu les couleurs naturellement, du coup je m'embête pas à le faire avant. En fait ça servirait pas à grand chose, du coup je laisse comme ça, et puis on verra par la suite, si jamais c'est trop flash, je serai toujours à temps de dégrader, mais il vaut mieux garder quelque chose de trop franc parce qu'on sera plus facilement
passer à quelque chose de moins franc, alors que l'autre sens est plus compliqué à faire. Une fois que j'ai fini de faire toutes les branches, vous pouvez voir que j'ai porté l'ombre portée de la grosse branche qui est à gauche sur l'arbre. C'est une ombre qui va être assez importante pour donner la direction du soleil et faire cette ombre-là, en fait, ça donne tout de suite un autre côté à l'arbre. Ça fait plus quelque chose de plat, de planté au milieu de la nature, mais ça fait quelque chose de naturel, comme ça, qui est plus logique et plus concret. Et du coup, cette ombre est vraiment importante. Et une fois que j'ai fini ça, j'ai commencé à faire un peu de texture. Donc je fais une couleur intermédiaire entre mon foncé et mon clair. Et puis après, je vais faire plein de petits traits dans le sens du bois pour faire l'écorce de mon arbre. Quelque chose qui est très important dans les arbres, c'est qu'il faut bien suivre le sens du bois pour faire vos petits traits comme ça de texture qui vont en fait faire les creux et les bosses de l'écorce. Il ne faut pas se dire qu'il faut faire dans le sens de l'ombre ou quelque chose comme ça. Par exemple, pour l'ombre portée de la branche, là, on serait tenté de les faire dans le sens de l'ombre, qui vont de haut en bas pour rester dans la partie foncée. Alors qu'en fait, il faut bien les faire verticaux, parce que sinon, c'est pas dans le sens du bois et du coup, c'est quelque chose de pas logique. Et justement, tous ces petits traits de texture, ça donne une occasion en or pour faire quelque chose en 3D, parce que du coup, comme ils sont dans le sens du bois, bah, ils vont tourner autour des jointures des branches, ils vont aller dans le sens des branches, et du coup, ça donne des très bonnes lignes de fuite et informations 3D pour tous les éléments que vous faites, donc c'est très très précieux. Après, une fois que j'ai fini de faire cette texture, je rajoute un petit peu de couleur sur l'arbre en faisant des zones un peu plus jaunes au soleil, en faisant des pâtés de mousse là où l'eau stagne aux différentes jointures des branches et tout ça. Enfin, voilà, je m'amuse à rajouter un peu de couleur, mais ça c'est plus de l'ordre du détail. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que la peinture vous a plu, que le plein air vous a plu. C'était vraiment un très beau décor. Et puis là, comme j'étais en plein soleil, bah, je suis resté en t-shirt tout le temps, j'avais le temps et tout, donc c'était vraiment très sympa à peindre. C'était très très cool. Il y a l'arbre juste derrière que je connais par cœur maintenant. Voilà pour ce vlog peinture en plein air, j'espère que c'était cool pour vous. On se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. La prochaine fois, on commencera sans doute une nouvelle peinture avec le croquis, et puis voilà, on verra ce qu'on pourra faire. Voilà, portez-vous bien, peignez bien, et puis à la prochaine.